Quand je te dis agrégation, tu penses tout de suite à rassemblement ou agglomération. Ce podcast risque fort de ne pas t'intéresser. En revanche, si tu te demandes comment des gens normaux réussissent à déjouer les pièges d'un concours supposé élitiste, je pense que ça va te plaire. Je m'appelle Marie Motard et j'accompagne les candidats à travers les hauts et les bas, surtout les bas, de ce parcours du combattant. Ce format de podcast, en mini-épisodes de 5 à 10 minutes, sont un peu comme les entrées de mon journal de bord. Tu y trouveras des conseils, des outils pratiques et des témoignages d'anciens candidats. Et pour être totalement honnête avec toi dès le début, je m'autorise aussi de temps en temps quelques digressions sur mes challenges personnels en tant que coach agrégation. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vous partage l'audio d'un webinaire que j'ai donné et que vous avez été plus de 800 à visionner. Donc j'imagine que c'est un signe qu'il est plutôt efficace. D'ailleurs, j'ai eu énormément de retours sur ce webinaire. Donc le webinaire s'intitule « Préparer la greg sans sacrifier sa vie personnelle ». Vous verrez qu'il y a d'abord une partie théorique et puis je prends les questions des différents candidats qui assistaient ce jour-là au webinaire que j'avais donné en live. Donc c'est très intéressant d'entendre cet échange entre les questions que se posent les candidats et les réponses que j'ai pu y apporter. Je pense que le format est très intéressant à avoir en version audio pour se donner une idée du contenu, mais il vous serait utile d'aller ensuite regarder la vidéo parce que j'avais fait des tableaux où j'explique étape par étape avec un partage d'écran comment je remplis mon emploi du temps. Donc s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir, ne vous inquiétez pas, il y a un support vidéo. Il vous suffit d'aller sur le site https://pages.marimotard.com pages.marimotard.com et de toute façon, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. C'est vrai que ça fait rêver, préparer l'agrégation sans sacrifier sa vie personnelle, mais je vous assure que c'est possible et je vais essayer de vous donner des clés aujourd'hui. Avec en tout cas la double expérience que j'ai eue, d'une part de préparer l'agrégation et de la réussir, et d'autre part de gérer mieux mon temps grâce à une formation de coaching. Dans un premier temps, je vais vous enseigner un premier outil de planification qui vous aidera à concilier les révisions et la vie personnelle en apprenant une nouvelle méthode de planification qui s'appelle MHO. Ensuite, à la fin de cette présentation, j'aimerais vous faire une démonstration, démonstration de coaching c'est-à-dire que si vous avez des questions, on peut directement se lancer pour voir comment on peut changer d'angle ou changer de façon de voir des choses. Donc, on verra si on a des volontaires. Alors, donc l'agrégation, comme vous le savez, c'est une course contre la montre et le temps, c'est le nerf de la guerre. En fait, il faut vraiment se créer des systèmes de révision, des méthodes et de systématiser tout ce que l'on fait. Je n'ai pas envie de devenir un robot, mais parfois, ça sert quand même d'avoir une méthode qui est bien huilée et comme ça nous permet de gagner du temps. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le programme de l'agrégation interne au niveau théorique, c'est pas plus difficile que celui du CAPES. Mais ce qui rend la tâche difficile, c'est que, sauf si on est en congé formation, on a beaucoup moins de temps pour s'y préparer, puisque la moitié du programme, elle change toutes les 2 ans. Et si c'était toujours le même programme toute l'année, bah, on se dirait, bah, j'ai 10 ans pour préparer l'agrégation, c'est parfait, j'y vais à mon rythme. Donc non, le temps, c'est vraiment un facteur clé et c'est pour ça que le maîtriser, ça va vous faire gagner du temps et gagner une longueur d'avance. Cette méthode de planification MHO, Monday Hour One, donc son origine, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est Brooke Castillo, une coach américaine. Et comme son nom l'indique, c'est en théorie 1 heure de planification qu'on va faire en tout début de semaine. Donc la première chose qu'on fait le lundi matin en arrivant au bureau. Donc nous, on ne va pas arriver au bureau. Donc moi, par exemple, je fais ça le dimanche matin et ça ne me prend pas 1 heure, mais plutôt 1h30. Mais ça s'appelle toujours la même chose, Monday Hour One. Pourquoi est-ce que
je vous propose de mettre en place cette méthode. Parce que le processus de décision, à chaque fois qu'on doit décider entre 2 choses, ça nous prend énormément de temps. Donc si à chaque moment de chaque jour, on doit décider: «Est-ce que je révise plutôt ça ou ça? Est-ce que je fais plutôt ça ou ça? Est-ce que là j'ai 15 minutes? Ah je sais pas». Donc tout ce temps qu'on passe dans l'indécision, non seulement ça crée de la confusion, mais en plus ça nous perd du temps qu'on pourrait passer à réviser. C'est pour ça que je vous propose et je suis sûre que vous l'avez déjà expérimenté d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas une forme de planification, je vous propose d'utiliser celle-ci parce qu'elle permet de d'abord mettre sur son agenda ses priorités. Donc peut-être que sa priorité, c'est pas d'avoir l'agrégation, mais c'est sa famille ou d'autres choses que vous avez identifiées comme essentielles dans votre vie. Mais grâce à ça, vous pouvez combiner les 2. J'ai marqué ici le processus de décision, c'est des va-et-vient entre le cortex préfrontal et le cerveau primaire. Le cortex préfrontal, c'est notre partie du cerveau qui est la plus évoluée. Donc, c'est celle qui nous permet de planifier longtemps à l'avance, de réfléchir, de rentrer voilà, dans un processus de réflexion. Alors que notre cerveau primaire, on l'a quand même gardé, même si on a évolué au cours du temps, et c'est celui qui va faire qu'on a envie sur le moment de faire ça ou ça. Donc, il faut bien distinguer les deux. Et la raison pour laquelle on se propose de prendre 1 heure et demie en début de semaine pour planifier toute la semaine, c'est que comme ça, on est sûr de faire appel à cette partie du cerveau qui est la plus évoluée, qui est la plus performante, c'est le cerveau préfrontal. Alors que sans planning précis, on est constamment en train de prendre des décisions, donc on perd du temps et ou alors on prend des mauvaises décisions, entre guillemets. Comment on se lance concrètement? J'ai fait un calendrier sur Google, mais vous pouvez le faire sur ce que vous voulez comme calendrier. Non, pardon, j'ai changé. Donc, la règle numéro 1 pour appliquer cette méthode, le Monday Hour One spécial agrégation, c'est de placer son free time first. Donc, placer son temps libre en premier. Je n'irai pas jusqu'à temps libre l'année de l'agrégation parce qu'on en a peu, mais on va dire son temps personnel, ce qui nous tient vraiment à cœur en premier. Donc, j'ai pris pour exemple mon emploi du temps. Donc, moi, mon but, quand je me dis de ne pas sacrifier ma vie personnelle, c'est j'ai 2 enfants en bas âge, j'ai besoin d'être là pour eux, ça fait partie de mes priorités. Ce qui fait aussi partie de mes priorités, c'est de faire du sport, d'être en pleine forme, d'être en bonne santé, de manger équilibré. Donc, ce que j'ai mis dans Free Time First, c'est tous les soirs de 6 heures à 9 heures. C'est pas possible, je dois m'occuper de mes enfants. Le samedi matin et le dimanche matin, c'est pareil. J'ai laissé en vert les plages horaires où je fais du sport, donc 3 fois par semaine, je fais 45 minutes de sport. Et j'ai mis aussi les loisirs de mes enfants le mercredi après-midi. Et là, j'arrive pas à voir parce que c'est très petit, mais j'ai mis autre chose. Oui, de faire des courses. Ah oui, c'est bien aussi, de faire des courses le mercredi midi. Donc en fait, je vais vous donner un exemple de planification. Moi, je fais des courses 2 fois par semaine. Le mercredi, je fais des courses générales dans un supermarché et le samedi, étant donné que j'ai envie de manger des produits frais et locaux, je vais dans une AMAP, et je récupère, un panier de fruits et légumes et de viande. Donc si, j'ai oublié de prendre quelque chose, eh ben, je ne vais pas retourner au supermarché dans la semaine, je ne vais pas faire de courses d'appoint parce que c'est pas dans mon agenda. Alors peut-être vous allez vous dire: «C'est un peu extrême», mais c'est comme ça que ça commence. En fait, après, si on se dit: «Ah bah tiens, je voulais faire tel repas, mais j'ai oublié telle chose, donc ça va me prendre 15 minutes d'aller au coin de la rue, faire telle ou telle course d'appoint», bah, c'est toujours 15 minutes aller, 15 minutes retour et on a perdu 30 minutes. Donc c'est une année, l'agrégation, où personnellement, je n'avais pas 30 minutes à perdre. Donc pour moi, c'est on se fixe des limites et après on se tient à ce cadre très restreint. Et vous verrez que au début, c'est peut-être un petit peu contraignant parce qu'on n'a pas l'habitude, mais après on va y prendre goût parce qu'on ne pensera même plus que: «Ah, il faut qu'on ressorte pour aller acheter truc. Ah non, bah, on l'a pas acheté, bah, ça sera la semaine prochaine. Tant pis». Hem oui, pour moi, par exemple, donc j'ai mis dans tout ce que j'appelle free time first, tout ce qui est non négociable, tout ce que vous n'avez pas envie de sacrifier. Donc vous pouvez, noter sur un papier ou noter dans le chat
ce qui, vous paraît non négociable, ce que vous n'avez vraiment pas envie de sacrifier. Comme ça, on peut voir que c'est vraiment différent selon la vie des uns et des autres, la vie personnelle des uns et des autres. Mais que la méthode en elle-même, elle fonctionne quand même. Donc, free time first, obligation second. Donc, évidemment, je travaille. Donc, j'ai mis en jaune dans cet emploi du temps mes horaires de cours. Et dans ces horaires de cours, j'inclus les temps de trajet. Donc, c'est vraiment important d'inclure les temps de trajet parce que sinon, ça va faire des plannings complètement irréalistes. Donc, on va en deuxième position, placer nos obligations. Et si vous travaillez à plein temps, il faut mettre les heures devant élèves et rajouter les temps de trajet. Mais par contre, j'ai fait exprès, comme vous pouvez le voir le mardi, il y a un trou, de ne pas mettre cette heure-là. Moi, généralement, je vais l'utiliser pour corriger des copies ou préparer des cours parce que je suis sur place et que c'est pratique. Mais on verra après qu'on va classifier les différentes activités de révision selon leur durée et selon leur spécificité. Donc, peut-être que ça serait intéressant, si je passais l'agrégation, d'utiliser cette heure qui est pleine pour faire autre chose et de corriger mes copies le soir après avoir couché mes enfants. Voilà, donc je vous fais juste remarquer cela. Donc ça, c'est ce qu'on planifie. Et après, dans les trous, c'est là où on va mettre nos révisions. Mais avant de mettre les révisions, il va falloir classifier les activités. Et autre chose, donc on va les classifier. Et avant de les classifier, on va se forcer à respecter une règle qui est très importante, c'est travailler en temps limité. Alors, pourquoi est-ce qu'on va travailler en temps limité? Bon, déjà, comme ça va rentrer dans nos cases libres, première chose. Mais c'est surtout parce qu'il faut prendre l'habitude dès le début de l'année de travailler en temps limité, puisque le jour du concours, ça sera en temps limité. Donc, autant prendre l'habitude dès le début et puis améliorer la qualité au fur et à mesure, plutôt que se dire, au début, j'y passe énormément de temps parce que c'est le début, puis après, je réduis pour rentrer dans les temps. Mais on n'est jamais sûr, garanti, parce que ça passe très vite l'année, qu'on arrivera à réduire suffisamment pour que ça rentre dans le temps imparti. Donc moi, je vous propose de prendre plutôt les choses à l'envers. C'est pour ça que j'ai marqué que c'est contre-intuitif. C'est de d'abord avoir le récipient, donc en combien de temps je dois le faire, et ensuite d'améliorer le contenu au fur et à mesure des exercices et des répétitions. Donc, ce que vous allez devoir faire ici, et c'est là où ça va être désagréable, c'est là où souvent on bute, c'est qu'il va falloir accepter d'être en échec au début, accepter que si vous êtes dans un cours de préparation avec d'autres collègues qui n'auront pas respecté la même méthode, sans doute ils vont avoir des meilleures notes que vous. Mais il faudra se dire, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que moi ou que le jour J, ils auront des meilleures notes que moi, c'est parce qu'ils ne l'auront pas forcément fait en conditions d'examen. Donc, s'entraîner en conditions d'examen, on pourra rentrer dans le détail par la suite, mais s'entraîner en conditions d'examen, ça ne veut pas dire pour les thèmes et les versions ne pas utiliser le dictionnaire. On peut se dire, quand je le fais chez moi, j'utilise le dictionnaire pour enrichir mon vocabulaire, mais ça veut surtout dire vraiment, on respecte le temps comme si on était en épreuve. Comme ça, on est vraiment habitué à toujours fonctionner sur ce timing-là. Règle numéro 3, c'est classifier les différents types de révision. Et pour ça, j'ai établi 3 critères. Donc déjà, il va falloir s'interroger si l'activité que je vais faire pour réviser, c'est une activité de production ou de réception. Donc, je sais, ça vous rappelle vos cours, mais c'est un petit peu pareil. Donc, les activités de production, ça va être faire une dissertation, faire un commentaire, faire une version. Enfin, c'est tout le monde ne le perçoit pas de la même façon. Enfin voilà, quelque chose qui vous demande un effort. Et les activités de réception, ça vous demande toujours un effort, mais moins d'effort. Ça va être par exemple relire un cours, faire des fiches. Donc c'est là où, par exemple, quelqu'un qui n'aime pas la traduction va placer la traduction dans la production, alors que quelqu'un qui préfère faire de la traduction que d'apprendre quelque chose va placer la traduction dans la réception. Donc ça, c'est à vous de juger dans quelle catégorie vous le placez. Mais l'idée, c'est de trouver un équilibre 50-50. C'est-à-dire que quand vous allez répartir vos heures de révision sur les trous dans votre semaine, il faut qu'il y ait autant de réception que de production. Parce que l'écueil numéro 1 des candidats, c'est qu'ils manquent d'entraînement. Donc vraiment, je vous encourage à respecter cet équilibre du 50-50. Ensuite, le deuxième critère qui va vous permettre de classifier les différents types de révision, c'est le sécable, non sécable. Donc là, ça nécessite quelques explications. Donc, il va falloir distinguer entre les activités que l'on peut morceler
15 minutes, 30 minutes, 45 minutes jusqu'à 1 heure, et celles qui demandent d'être concentrées au-delà d'1 heure. Moi, je vous déconseille de travailler d'affilée plus de 2 heures. Donc, on va dire, il va y avoir les activités qui demandent entre 0 et 1 heure, donc 15, 30, 45. Et puis, il y a les 1 heure et 2 heures. Euh, donc, c'est important de distinguer ça pour pouvoir vraiment optimiser, pour faire du micromanagement, micromanagement de son temps et vraiment optimiser tous les heures de creux. Et évidemment, comme vous vous en doutez, c'est la même image que le bocal où on met d'abord les gros cailloux, ensuite les moyens et ensuite le sable. Il va falloir d'abord placer les gros blocs et ensuite vous placerez les petites activités dans des petits trous que vous allez réussir à trouver. Pourquoi? Parce que quand on va se lancer, par exemple, dans une dissertation, on ne peut pas se lancer dans une dissertation pendant 15 minutes. Il faut un certain temps pour mûrir le sujet, la réflexion, la problématique. Donc, ça va être le type d'exercice où il va falloir se laisser une longue plage horaire. Alors que si on se fixe comme objectif de lire 10 pages d'un livre, on peut très bien le faire à n'importe quel moment. La troisième chose, c'est la catégorie est-ce que c'est énergivore ou non. Donc, énergivore qui consomme de l'énergie. Les activités de production consomment plus d'énergie mentale que les activités de réception. Donc, on va appliquer ce qu'on appelle le principe du focus time. On va identifier dans son propre rythme biologique, et ça sera vraiment très, très différent pour chacun, pour savoir quand est-ce que vous êtes le plus performant. Par exemple, moi, je suis le plus performante le matin. Donc, je préfère placer dans mon planning, si je vous remets mon planning, des activités de 5 à 7, oui, oui, plutôt qu'après 21 heures, après 21 heures, mon cerveau est tout ramollo, je ne peux plus rien faire. Mais je sais très bien qu'il y en a beaucoup parmi vous qui préfèrent travailler la nuit parce ils ont un sentiment de calme, de sérénité, d'avoir beaucoup de temps devant soi. Donc, ça dépend vraiment de votre personnalité. Donc, il va falloir identifier quel est votre rythme biologique. Et comme ça, vous allez pouvoir placer les activités les plus énergivores quand vous êtes le plus performant. Et c'est comme ça qu'on va optimiser le planning. Ensuite, règle numéro 4, il faut planifier efficacement, mais avec compassion pour votre futur moi. Alors, ici, on va être un petit peu schizophrène et on va s'imaginer que nous-mêmes, nous sommes à la fois notre patron et notre employé. Donc, un bon manager, pour que son employé soit efficace, il faut qu'il crée les bonnes conditions pour le succès. Donc, si le manager met trop de pression à son employé, il va abandonner au bout de la deuxième semaine. Et c'est exactement l'inverse du but recherché, puisque ce qu'on cherche à bâtir, c'est la confiance en soi. Donc ici, quand on fait ce rôle de planification, on va être dans la peau de l'employeur et quand on va l'exécuter, dans la peau de l'employé. Donc il faut toujours se dire qu'on planifie, mais qu'on planifie en s'imaginant déjà dans la peau de la personne qui va suivre ce planning et donc de ne pas lui rendre la tâche impossible pour qu'elle ne soit pas découragée trop vite. C'est ça que j'ai appelé la compassion pour votre futur vous. La deuxième chose à faire, c'est de rester réaliste mais malin. Soyez réaliste, c'est-à-dire ne faites pas voilà, comme je le disais, des plages horaires de plus de 2 heures ou vraiment des marathons de travail et que ça soit fait par à-coup. Il vaut mieux privilégier la régularité. Donc, peut-être rester modeste au début dans vos objectifs, mais ça ne vous empêche pas d'être malin. Donc, il faut penser à tous ces petits moments de la journée où vous vous dites que vous n'allez pas commencer quelque chose parce que vous n'avez que 15 minutes. C'est ça qu'il faut anticiper. Et c'est pour ça qu'on a catégorisé, qu'on a classifié les exercices pour qu'on sache, il faut toujours avoir en tête ou dans son sac et dans sa tête, qu'est-ce que je fais si j'ai 15 minutes? Qu'est-ce que je fais si j'ai 30 minutes? Qu'est-ce que je fais si j'ai 45 minutes devant moi? Ça, c'est planifier malin. Attention quand même au multitasking. Donc, ça a été démontré par des études scientifiques que donc faire plusieurs choses à la fois, c'est moins efficace que faire les choses les unes après les autres. Mais évidemment, ça dépend lesquelles.
quand on parle de multitasking, c'est pas pareil quand, par exemple, on est en train de travailler sur une version, mais on a laissé son téléphone allumé qui nous envoie plein de notifications et on se permet, donc entre deux phrases ou entre deux mots, de faire des allers et retours entre son téléphone et sa version, ça va vous rendre très inefficace, enfin peu efficace sur la traduction que si vous êtes vraiment totalement concentré dans une bulle, que vous avez enlevé toutes les notifications sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Donc ça, c'est du multitasking. En revanche, si vous êtes en train de cuisiner et que à la fois vous écoutez en livre audio l'œuvre au programme, que ça soit ou même un podcast de CV ou bien il y a beaucoup de livres audio des œuvres au programme, bah, ça, je considère que c'est du multitasking efficace parce que faire la cuisine, ça ne vous demande pas de la concentration mentale. Donc, vous pouvez à la fois avoir votre esprit qui se concentre sur l'audio et vos mains qui font des bons petits plats. Donc, voilà, attention au multitasking. Et la dernière chose, c'est le principe du focus time. Il faut équilibrer, comme je vous l'ai dit au début, cette relation entre la consommation, donc tout ce qu'on apprend, et la création, c'est quand on rend des devoirs. L'écueil à éviter, c'est de faire ce que vous avez envie de faire en premier. Donc, je ne dis pas qu'il faut toujours commencer par le plus dur, mais en tout cas, il faut prendre en compte tout ce que j'ai cité ci-dessus, combien j'ai de temps, à quel moment de la journée c'est, pour optimiser votre temps de révision. On arrive donc à la règle numéro 5, qui est la dernière règle. N'écoutez pas votre cerveau au moment M. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, vous allez suivre votre planning et il y aura marqué à 10 heures, commencer le commentaire de texte. Et là, votre cerveau reptilien, celui qui suit votre instinct, au moment de s'y mettre, il va vous présenter 10 bonnes raisons pour lesquelles vous devriez plutôt faire la version maintenant au lieu de faire ce commentaire ou un commentaire de linguistique, comme indiqué dans votre planning. C'est pour ça qu'on planifie en amont avec le cortex préfrontal, parce que c'est la partie la plus évoluée de notre cerveau qui a pris cette décision, et donc on sait qu'on peut lui faire confiance. Et j'ai mis une petite phrase en anglais, mais everything else is just noise in your head. Donc, à chaque fois, vous allez le remarquer très vite, à chaque fois que vous allez ouvrir votre agenda, regarder votre planning et regarder ce que vous avez à faire maintenant, vous allez avoir quelqu'un qui vous dit non, tu devrais plutôt faire ça, oui, je ne sais pas pourquoi tu as mis ça là, c'était plus efficace. Donc, cette personne, votre voix intérieure, vous lui dites gentiment que vous avez bien pris note de ses réflexions, mais que votre boss, votre cerveau préfrontal, vous a concocté ce menu-là pour cette semaine-là. Et donc, vous allez essayer comme ça. Et si effectivement, cette petite voix qui vous trottait dans la tête avait raison, et bien, vous réajusterez la semaine suivante. Mais ne vous laissez pas avoir par cette voix intérieure. La deuxième chose, c'est learn in progress, buffer time. Donc, buffer time, c'est se laisser une marge d'erreur pour les dépassements. Donc, au début, ça va être difficile d'évaluer combien de temps ça va vous prendre pour faire un exercice que vous n'avez soit jamais fait, soit pas fait depuis longtemps. Donc, ça va vous dépendre de votre expérience dans la préparation de l'agrégation. Donc, vous allez évaluer. Donc, ça s'appelle take an educated guess. Vous allez évaluer combien de temps ça va vous prendre pour faire telle chose. Et évidemment, au début, vous allez échouer. C'est-à-dire que vous aurez évalué 1 heure et finalement, ça va vous prendre 1 heure et demie, voire 2 heures. Donc, il faut au début se laisser beaucoup de temps. Par exemple, moi, ça serait du temps que j'aurais mis en fin de journée, puisqu'il faut que j'attende que mes enfants soient couchés, ou alors en début de journée avant que tout le monde se lève. Mais bon, ça va dépendre de votre emploi du temps. Voilà. Juste, ce qui peut vous motiver, c'est que si vous ne respectez pas les délais que vous vous êtes fixés, ça va forcément prendre le pas ça va prendre dans votre temps libre. Donc, parfois, ça peut motiver d'avoir des choses de planifier. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le mettre, mais quelle que soit votre situation familiale, il faut se prévoir du temps libre et savoir ce qu'on va faire pour se faire plaisir pendant ce temps libre. Et c'est vraiment très, très important parce que justement, ça va créer la motivation. Si vous savez que vous n'avez aucune contrainte le samedi et vous vous dites ah, mais j'ai toute la journée pour travailler, vous allez travailler à un rythme très lent parce que vous n'avez rien
qui derrière vous pousse à avoir fini à temps, à se dépêcher de se débarrasser entre guillemets de ce que vous avez à faire pour pouvoir aller profiter, faire une marche en plein air ou profiter d'autres choses, faire une activité avec d'autres gens. Donc, je vous conseille vivement de planifier vos temps libres, de planifier votre temps personnel, de mettre des choses qui vous font plaisir pour driver encore plus votre motivation. Et le dernier principe qu'il y a dans la règle numéro 5, exécuter, c'est le principe du B minus work. Donc, ce n'est pas possible dès le début de l'année, à la fois de respecter les délais et de rendre un travail qui correspond à vos standards de qualité. Parce que je sais qu'il y a plein de perfectionnistes parmi vous. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut plutôt viser, si on mettait les notes de A à E, là, ou A à D, comme aux États-Unis, il faut plutôt viser un B- que A+, mais dans le temps imparti. Et c'est grâce à la répétition que la qualité de vos productions va s'améliorer au fil de l'année. Alors, si je récapitule, la règle numéro 1 de cette méthode de planification MHO, c'est Free time first, obligations second. Ça vous permettra de ne pas sacrifier votre vie personnelle et ce qui est important pour vous. La règle numéro 2, c'est de travailler en temps limité dès le début de l'année. La règle numéro 3, de classifier les différents types de révisions avec les différentes familles qu'on a vues plus en détail. La règle numéro 4, c'est de planifier efficacement, mais avec compassion pour votre futur moi, qui sera dans l'obligation d'exécuter ce planning, qui est la règle numéro 5. D'ailleurs, j'aurais pu mettre quoi qu'il en coûte, mais je, je ne voulais pas faire des références politiques. Donc, il faut exécuter ce planning parce que c'est marqué. Et si vous voulez changer quelque chose, ça sera changé sur la semaine suivante. Donc, le résultat si vous vous entraînez et si vous suivez cette méthode, c'est que vous allez augmenter la confiance en vous parce que plus vous faites ce que vous dites que vous alliez faire et plus votre confiance va se construire, va se solidifier. Et puis aussi, plus vous augmentez votre régularité, plus vous avez des chances de succès. Alors, on va passer à la partie questions. Questions ou coaching, mais on va peut-être commencer par les questions. Moi, j'avais une question. Oui, C'était pour dans le planning que tu nous as proposé, il n'y avait pas de temps de correction des copies. oui, Pour ceux qui sont encore en poste. oui, bien sûr. Et ça, en fait, c'est justement donc dans le planning que j'ai proposé. Moi, je ne révise pas l'agrégation, donc j'ai mis les trous que j'avais. Et après, en fait, justement, c'est à toi de te dire, est-ce que les copies, je peux les glisser entre, je ne sais pas, entre midi et 2 ou en fin de journée, parce que finalement, corriger les copies, ça me prend moins d'énergie mentale que réviser un cours ou apprendre quelque chose de nouveau. Comme c'est quand même du travail, c'est toi qui vas voir comment est-ce que tu peux le glisser dans ton planning de la semaine, mais en respectant ces différentes données. Donc, évidemment, D'accord. le temps de correction, il est important, surtout au lycée, mais essayez aussi d'appliquer le même principe que pour les exercices qui concernent l'agrégation, c'est-à-dire qu'on ne va pas se dire pendant 10 minutes, est-ce que je lui mets 14,5 ou 14? Donc, ça ne va pas changer grand-chose à sa vie, à cet élève. C'est une année où on a décidé de se faire passer en priorité. Donc, on va lui mettre 14,5, on est généreux et c'est réglé. Donc, oui, je pense que c'est une question super pertinente. Et c'est pour ça que chacun, en fonction de sa situation personnelle, va devoir adapter. Mais cette méthode, là, on utilise ce temps libre pour les créneaux qu'on a réussi à mettre dans son emploi du temps pour réviser l'agrégation. Mais bien évidemment, si on a d'autres choses qui sont des obligations, que j'ai mis dans les obligations, il faut réussir à les caser également. Est-ce que j'ai Merci. répondu à ta question? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions par oral ou qui... Non? Alors, moi, j'ai une question pour vous. Je vais juste arrêter le partage d'écran, comme ça je vous verrai mieux. Donc, je suis sûre
qu'il y a des gens qui se sont dit, «Oui, c'est bien, la théorie, elle a l'air bien, mais pour moi, mais dans mon cas, ça marche pas». Alors dites-moi si c'est ce que vous vous êtes dit pendant la présentation et dites-moi: «Dans mon cas, ça marche pas parce que telle ou telle raison». Allez-y. Qui veut se lancer? Moi, je me suis pas dit: «Ça marche pas». Bonjour. Vas-y, Moi, je me Marianne. suis pas dit: «Ça marche pas», mais c'est super de voir cette organisation, mais je me dis d'un coup, il y a une réunion. Alors après, effectivement, les réunions du lycée, elles sont planifiées, mais j'ai peur d'avoir des éléments extérieurs. Alors j'imagine que tu vas me dire que voilà, il faut les planifier au possible et puis s'adapter. Mais non, j'essaye de positiver, de me dire: «Non, c'est pas impossible», mais ça fait rêver, quoi, mais Non, mais j'ai bien dit qu'au début, on va échouer et qu'en fait, justement, ce qui va être le plus difficile, c'est de voir qu'on ne le fait pas parfaitement, mais on continue quand même et c'est ça tout l'intérêt. Évidemment qu'on va pas réussir, évidemment que la première fois qu'on va planifier tel exercice, on va dépasser les temps, c'est sûr et certain. Mais donc l'idée, c'est vraiment de d'avoir, ce cadre et après évidemment, il y a des imprévus. Oui, votre enfant, il peut se casser le bras et on est appelé à l'hôpital alors que j'avais prévu de réviser l'agrégation. «Ah non, non, je viendrai tout à l'heure, ce n'est pas marqué sur mon planning. Désolée». Donc évidemment, il peut se passer tout un tas de choses, mais en fait, tu vois, ton cerveau, il te dit tout de suite: «Ah oui, mais si, il se passe ça». Alors qu'en fait, il y a très peu de chances qu'il se passe cet événement de un tel va se casser le bras, mais tout de suite, comme notre cerveau, il a ce biais négatif, il va tout de suite penser au pire et tout de suite penser à la fois où on ne pourra pas respecter notre planning et ça ne sera pas de notre faute et pas aux 95 des autres fois où on aura très bien pu respecter notre planning et il y a pas de problème. Donc ça, c'est pour ça que j'ai posé cette question parce que je suis quasiment sûre que la majorité se disent: «Oui, oui, la théorie, c'est très bien, mais moi, ma situation est particulière, j'ai telle ou telle chose que je ne peux pas anticiper». Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent participer? Non? Par rapport au à l'équilibre entre la réception et la production, Oui. la production, ça concerne plus, l'entraînement à l'exercice de traduction. Enfin, je me disais, pour recommencer là à se plonger dans le programme de littérature et de civilisation, Mmh. la production, ça va arriver plus tard, hein. J'ai essayé parce que je me sens pas encore d'essayer de faire un commentaire, par exemple. Beh, justement, en fait, c'est justement, même quand on n'est pas prêt, il faut déjà dès le début faire de la production. Évidemment, il faut avoir lu l'œuvre. C'est comme on ne peut pas cuisiner sans ingrédients. Donc il faut avoir lu l'œuvre, mais c'est la production, il ne faut pas croire que ça vient après. En fait, il faut se dire: «On produit tout de suite, même si ça va être médiocre au début et après on va s'améliorer avec le temps». Parce que si on attend d'avoir toutes les connaissances et toutes les compétences pour produire, ça sera trop tard pour s'entraîner. Donc, dans les activités de production, enfin, par exemple, moi, la version et le thème, j'adorais ça. Donc, je considérais pas ça comme de la production. Je considérais ça comme de la réception puisqu'on me donne le texte, je le traduis. Donc, mon cerveau n'a pas inventé des phrases. Mais je sais que pour d'autres personnes, c'est des matières, des disciplines qu'elles aiment moins. Et donc, elles vont considérer ça comme un effort supplémentaire alors qu'elles vont adorer disserter sur tel ou tel sujet. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est vraiment très personnel. Chacun, chacun va trouver voilà, telle, telle tâche plus difficile ou qui demande plus d'énergie que d'autres. Mais D'accord. le fait tu penses que tu n'es pas capable de produire maintenant, mais qu'est-ce qui te dit que c'est vrai? Vu que tu as pas essayé, tu ne peux pas savoir que c'est vrai. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu te dis: «Je serais pas capable de faire un commentaire de document»? Bah, là, j'ai pas encore lu les œuvres, mais mais D'accord. je me disais que j'allais d'abord lire une ou 2 fois les œuvres, ficher des des livres avant de me lancer dans l'exercice de la composition, par exemple. Mmh.
Et bah, justement, c'est ça, on a des pensées préconçues en se disant: «J'ai besoin d'avoir fait ça et ça pour me lancer», alors que tu peux très bien te lancer et après tu referas si le niveau est pas encore là. Mais en fait, il y aura vraiment ce sentiment d'accomplissement dans le fait de l'avoir fait dès le début. Donc, lire une fois l'œuvre, je sais pas, avec des fiches et puis faire un sujet un petit peu à froid comme ça, je pense que c'est bien de le faire dès le début et après on aura plein d'occasions d'y revenir. Mais en fait, d'avoir passé ce premier pas, je pense que plus on retarde l'échéance du premier pas et plus, bah, ça devient difficile de se lancer. Puis après, c'est trop tard, donc on n'aura qu'une chance, il y aura que le concours blanc et puis après c'est enfin voilà, je pense que la répétition, c'est vraiment très, très important et la production, il faut vraiment l'équilibrer avec, la réception. Est-ce Alors, que ça moi, fait sens? Oui, pardon. vas-y Véronique. J'ai une question justement, Marie, concernant la production et la gestion du temps, parce que sur des épreuves, par exemple, de 7 heures, hein, où en fait on doit disserter pendant 7 heures, Ouais, enfin moi j'ai du mal, je me dis, comment on casse ça dans notre emploi du temps? Parce que pour le coup, c'est 7 oui. heures, parce que autant un thème ou une version, on se dit, OK, on fait 2 heures et c'est gérable, mais alors je dis pas, on n'en fait peut-être pas toutes les semaines non plus, mais c'est vrai que comment finalement on le met dans son emploi du temps, le créneau de 7 heures? Alors, je vais t'aider parce que c'est toi qui as la réponse, mais c'est toi qui vas la trouver toute seule. Donc, quand tu fais une dissertation, tu commences par quoi? Bah, par analyser le sujet, déjà, par regarder la notion, ce qu'on me demande, OK, donc tu regardes la notion, tu analyses le sujet, ça te prend combien de temps à peu près? en facilement 2 bonnes heures. Voilà et je pense que dans ces 2 heures, il y a la problématique peut-être? Oui, enfin, moi, en général, ce que je fais, c'est que, oui, enfin, je fais une sorte de brainstorming Mmh. et en fait, je m'interroge sur la notion et je mets mes idées en vrac et cetera. Je ne sais pas si j'arrive forcément à la problématique, mais, en tout cas, j'essaie de vraiment analyser à fond le sujet, en mettant OK, toutes mes idées en vrac, en fait. d'accord. Voilà. Donc finalement, cette épreuve de 7 heures, tu as déjà identifié qu'il y a un premier point d'étape au bout de 2 heures où ça serait bien que tu sois arrivé à Mmh, la problématique. Donc tu peux te mmh. dire: «Je vais la décomposer en 2 heures et j'arrive à la problématique». Ensuite, qu'est-ce que tu D'accord. fais dans les 2 heures qui suivent? Ou Bah, dans après, les dans les 4 bah, heures qui enfin, vas-y. bah, après, disons que j'essaie de voilà, je formule ma problématique et je cherche mon plan, en fait. C'est-à-dire, j'organise mes idées. Par OK, rapport à toutes les idées que j'ai, bah, voilà, je fais ma première partie, ma deuxième partie, ma troisième partie. J'essaie de faire, voilà, une évolution, pour ma démonstration, en fait. d'accord. Ça va te prendre combien de temps de faire, ton plan avec toutes les sous-parties? Je sais pas. J'en sais rien, Si, tu sais parce que tu l'as décidé à l'avance. Ah oui, d'accord, OK, parce que là, j'allais dire, voilà, Tu sais ben, parce que tu l'as décidé à l'avance, donc ça va te alors prendre après, je sais que quand on fait chaque partie, en général, il y a 3 parties. On met facilement 45 minutes, 1 heure maxi pour rédiger une partie. Donc il y a déjà 3 heures, c'était la rédaction à peu près. Il y a facilement une demi-heure de relecture. Enfin, je sais pas, je l'ai déjà passé, je tenais les 7 heures, ça va. Donc là, je sais pas, peut-être, il y a peut-être 1 heure et demie, 2 heures aussi ou OK, bah, il faut en enfin, je fait peux décider ça, oui, je peux le décider voilà, à il l'avance, voilà, faut c'est que ça. tu le décides à l'avance et que Oui, tu ne te fais pas croire que tu ne sais pas. Parce que tu vois, tu sais. oui, oui, d'accord. Oui, c'est parce Non, que non, là, mais j'ai pas c'est révisé. oui, oui, non, non, mais c'est très, très en fait, notre cerveau est très vicieux parce qu'il va préférer nous dire qu'il sait pas, comme ça, il le fait pas. Parce que si on n'a pas Ouais. décidé, bon, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas décidé. Alors que là, si on se dit: «Mais en fait, je sais parce que si je pars de la fin et que j'arrive au début, bah, je remonte, les étapes, il me faut une demi heure de Mmh, relecture, je remonte, il me faut 45-40 minutes par partie et je remonte, bah, qu'est-ce qui me reste mmh, comme temps entre quand j'ai mmh. établi ma problématique et quand je fais mon plan en 3 parties avec les 3 sous-parties enfin, voilà et après ça dépend si tu veux, rédiger au brouillon ou pas l'introduction et la conclusion. Bah, en général, pour le concours, on n'a pas le temps, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est au brouillon c'est pour ça que là, j'essaie de respecter le timing concours, Ouais. justement, où on s'est dit qu'en fait, les parties, on ne peut pas les rédiger au brouillon et les recopier. Tout ce qu'on Pas fait les au brouillon, parties, c'est mais l'analyse du l'introduction et la sujet. conclusion. Ah oui, l'introduction et la conclusion, oui. Oui, Donc il souvent, faut oui. savoir ça, dans quoi tu le mets. Ouais. Alors dans quoi tu le mettrais?
Moi, je mettrais après, une fois qu'on a fait la problématique, une fois qu'on a fait le plan, de rédiger l'introduction et la conclusion pour savoir d'où on part, où on arrive, pour vérifier justement aussi si le plan fonctionne bien, en fait, pour arriver d'un point A à un point B, pour justement rectifier et pouvoir rectifier avant d'être dans la rédaction au propre, on va dire, pour ne pas s'apercevoir en plein milieu de deuxième partie de dire « Ah, bah mince, là, il y a un truc qui ne fonctionne pas. » quoi. Surtout qu'il faut des transitions, et les transitions, pareil, doivent être rédigées. Donc, oui, je pense que voilà, on fait peut-être une demi-heure introduction, une demi-heure conclusion, juste après, finalement, avoir élaboré le plan, en fait. Donc, oui, je comprends cette Donc idée là, il y de a plus, il y a finalement plus, il y a sectionner. 10 heures là. Il faut, il faut refaire les calculs, hein, Oui, voilà. Après, il faut que je réfléchisse au truc, mais tu vois. j'ai bien compris cette idée de, en fait, c'est diviser ces 7 heures finalement en disant, voilà, il y a 2 heures où je fais mon analyse, j'ai ma problématique, et éventuellement peut-être mon plan, du coup. Il y a 1 heure où je fais mon intro, ma conclusion. Et puis après, j'ai à peu près 45 minutes par partie. Et en fait, donc, du coup, dans mon planning, diviser mon temps de cette manière-là, en fait. Il y a de dire, par exemple, ce matin, je fais 2 heures. 2 heures, j'analyse mon sujet, je fais mon plan, enfin, j'ai ma problématique, j'ai mon plan. Voilà. Et le lendemain, je me dis, voilà, j'ai mon intro, j'ai ma conclusion. Enfin, de sectionner finalement les 7 heures comme ça. C'est plus pratique, c'est ça? Exactement. Et en plus, alors il y a 2 choses que je vais rajouter, c'est que quand tu fais tes 2 heures, tu gardes vraiment l'œil sur la montre. C'est-à-dire que vraiment, tu les fais comme si tu avais un chronomètre hands off, poser les stylos. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que là, tu m'as proposé une façon de faire. Tu peux en tester plusieurs. Il y a des gens qui vont préférer d'abord rédiger leur introduction et parce que l'introduction, elle inclut la problématique et que de la problématique découle le plan. D'autres qui vont préférer rédiger leur conclusion parce qu'ils savent où ils veulent aller en premier et après ils remontent. En fait, il y a plein de méthodes possibles. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en tester plusieurs. Et on ne peut pas en tester plusieurs si on ne s'entraîne pas en temps réel, en temps limité. D'accord. Donc, apprendre Après, à c'est se parce connaître. que, voilà, après, bon, c'est sûr que concrètement, on ne peut pas à chaque fois monopoliser 7 heures. Il y a juste lors du concours blanc, en fait, où on peut vraiment faire dans les conditions de l'examen. Parce que moi, bon, je l'ai déjà fait aussi. Le souci, c'est que, enfin, ce que j'anticipe un petit peu et ce qui risque d'arriver, c'est que je me dis, OK, 2 heures, j'ai analysé mon sujet, j'ai ma problématique et éventuellement mon plan. Je pose mon stylo, je vais faire autre chose. Imaginons, j'ai après mon moment de détente. Sauf que pendant mon moment de détente, ça va encore cogiter et je vais me dire, ah oui, peut-être que je pourrais rajouter telle chose, etc. Et ça, c'est du temps qu'on n'a pas le jour du concours, justement, parce que pour le coup, on n'a que 7 heures. Oui, c'est Donc, vrai. comment après débrancher son cerveau? Ça, c'est peut-être moi Moi, je personnellement. dirais qu'il ne faut pas le débrancher, au contraire. En fait, je trouve que c'est l'intérêt de pouvoir justement faire des tâches sécables de 2 heures en 2 heures, c'est que ça nous permet, alors qu'on est en train de s'aérer, de continuer à réfléchir. Et c'est jamais du temps perdu de laisser son cerveau seul réfléchir à des sujets et à nous amener à des conclusions tout seul. Et après, tu reviens de, je sais pas, ta marche et tu notes 2-3 idées. En fait, c'est jamais du temps perdu de réfléchir à un sujet qui concerne le concours. Donc, de toute façon, c'est pas grave là si on respecte pas les conditions d'examen. Tu vois, tu as bien compris l'idée de vraiment partir du total et après on calcule. Enfin, c'est des maths, tu vois. Voilà, tu sais, ça me prend ça, ça me prend ça. Où est-ce que je peux gagner du temps? Où est-ce que etc. Et savoir exactement, je me rappelle très bien, je me marquais sur ma copie, à telle heure je dois en être là, à telle heure je dois en être là, à telle heure je dois en être là. Enfin, vraiment très précisément. Oui, tout à fait. Nous, il y avait même un prof à la fac enfin, moi, je l'avais fait la première année et ça m'avait bien aidé, qui nous avait même inclus le temps repas, en fait. C'est-à-dire que sur les 7 heures, il avait dit, il y a un moment où vous gardez votre temps, où en fait, vous allez manger un petit truc et justement, vous réfléchissez en même temps et vous revoyez un petit peu. Et après, vous partez sur la rédaction. Et c'est vrai que ça guide aussi de savoir que, voilà, il ne faut pas excéder tel temps parce que sinon, on n'aura pas le temps de rédiger sa dernière partie ou sa conclusion, ce qui est rédhibitoire, en fait. Oui. Donc, OK, pour le travail personnel, c'est en fait, voilà, diviser finalement ces 7 heures, parce que c'est vrai que matériellement, surtout, voilà, même quand on a une vie de famille, etc., c'est compliqué d'avoir simplement le créneau de 7 heures du début jusqu'à la fin, quoi, sans pause. Bien sûr. OK, d'accord, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors voilà, notez tout de suite que quand on réfléchit à quelque chose, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est je sais pas, c'est pas possible. Alors que, en fait, ici, Véronique, elle avait toute seule toutes les réponses, mais son cerveau lui a dit ah, mais non, non, c'est pas possible, etc. Donc, c'est ça un petit peu quand je vous parlais du bruit de cette voix intérieure. Et c'est ça tout l'intérêt bah, d'apprendre les mécanismes de notre cerveau en même temps que la façon dont on peut s'organiser, parce que c'est c'est grâce à cette connaissance de soi qu'on va pouvoir switcher dans les moments difficiles ou ne pas se laisser aller. Et ça va jouer aussi beaucoup sur les émotions. Donc, j'espère que ce webinaire vous a donné des idées d'organisation, vous a motivé à y aller. Je vous garantis que c'est vraiment possible, que c'est vraiment à votre portée et que beaucoup d'obstacles sont vraiment des obstacles mentaux. Il y a toute cette partie de drama, c'est ça va être dur, je ne sais pas comment je vais faire. Alors que quand on arrête de croire à ce bruit intérieur, on trouve des solutions, souvent par soi-même. Mais si on a besoin d'être accompagné, voilà, c'est là que j'interviens. Donc, c'était un plaisir de vous avoir avec moi pour ce webinaire et je vous souhaite un bon week-end.